Bonjour et bienvenue à tous. Merci de participer à cet atelier qu'on a intitulé Élargissement des spreads et incertitudes macroéconomiques, défis et leviers d'action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par se présenter très rapidement nous trois. Donc je commence. Moi, c'est donc Daniel Zerbi, je suis senior manager chez Foresight, que j'ai rejoint en 2013. Je suis intervenu plutôt sur des domaines assurance vie, ALM, solvabilité 2, modélisation financière. Bonjour, Léa Serré, senior consultante chez Foresight. J'ai commencé ma carrière il y a un peu moins de 5 ans chez Generali sur du provisionnement santé-prévoyance. Et puis j'ai rejoint les équipes de Foresight il y a maintenant 2 ans pour travailler principalement sur de l'assurance vie. Bonjour, Vincent Martineau, je suis responsable de l'ALM au sein de la Carac. J'ai eu différentes expériences, dont des IP, des mutuelles, compagnies d'assurance, sur les thématiques ALM, risque et solvabilité 2. Donc, merci à tous les deux. Je commence par peut-être introduire le sujet. Je vais replacer notre sujet dans le contexte macroéconomique plus global. Donc je commence par parler d'inflation, puisque post-Covid et les différentes relances et injections de monnaie dans l'économie pour relancer un petit peu l'économie. Donc l'inflation a commencé à monter et s'est fortement accélérée avec le choc énergétique lié à la guerre en Ukraine. En réponse, les banques centrales ont durci leur politique monétaire et ont remonté leur taux directeur, ce qui a eu pour effet de remonter les taux et de faire baisser aussi l'inflation, même si l'inflation sous-jacente, notamment dans les services, reste élevée. Et donc cette hausse des taux, donc là on a illustré avec la hausse des taux souverains depuis 2020. Donc on remarque les premiers soubresauts en 2021, mais c'est surtout dans l'année 2022 que les taux remontent fortement. Donc ça nous fait arriver en 2023 avec des taux qui sont beaucoup plus hauts qu'à peine 2 ans avant. Donc forcément, sur les portefeuilles obligataires des assureurs, les valeurs de marché ont bien baissé et on commence 2024 avec des valeurs de marché des obligataires plutôt déjà tendues. C'est dans ce contexte qu'en 2024, en 2024, cette fois-ci dans un contexte plus franco-français, les événements politiques de l'année font que les spreads français se tendent encore plus. Notamment, donc, on le voit assez nettement, donc là c'est le spread français par rapport à l'Euribor. Dès le 10 juin et l'annonce qui a quand même surpris les marchés d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, dans la foulée les spreads français augmentent. Donc premier choc, et la tendance est plutôt continue de monter pendant toute l'année 2024, dans un contexte où finalement les incertitudes budgétaires demeurent avec la crise politique qu'on connaît, qu'on a connue, et pour atterrir finalement en fin 2024 avec des spreads qui ont pris presque 70 BP, 80 BP depuis le début de l'année. Donc ça, c'est pas de nature à améliorer les valeurs de marché obligataires. Et nous, ce qu'on s'est posé comme question et qu'on avait envie de partager avec vous, c'est déjà d'un point de vue rétrospectif, si déjà on considère seulement, entre guillemets, les événements qui ont affecté les valeurs de marché obligataires, donc notamment la remontée des taux et les spreads, quelles ont été les conséquences sur la solvabilité des assureurs. Donc on va se concentrer sur ces effets-là et on n'a pas fait varier les actions pour déjà essayer de vraiment isoler cet effet-là. Ça, c'est sur la partie plutôt rétrospective dans le passé. Et puis après, si on se projette un petit peu dans le futur, on s'est posé deux autres questions. Déjà, si des mouvements similaires en tout cas d'ampleur comparable, devaient se reproduire vu de fin 2024, quelle serait la résilience des portefeuilles d'assureurs, enfin de la solvabilité des assureurs,
Et ça, on en parlera peut-être plutôt à la fin. Quel moyen de pilotage, Vincent nous en parlera. Et deuxième question qu'on s'est posée, finalement, avec la révision S2 qui arrive et la volatility adjustment qui est prévu dont le mode de calcul est prévu de changer, est-ce que les constats qu'on va établir, ils sont toujours d'actualité avec la nouvelle VA qui a quand même pour but d'amortir les effets des spreads? Donc pour ça, cette présentation va se découper en 4 parties. Donc la première, elle est déjà faite, c'est le contexte. Ensuite, on définira un portefeuille de référence sur lequel on a essayé d'évaluer les impacts de l'écartement des spreads sur la solvabilité des assureurs à la lumière des événements récents. Puis, on s'est posé la question, avec la révision S2, qu'est-ce que ça donnerait avec le nouveau VA? Puis, Vincent présentera donc quels moyens de pilotage on pourrait envisager pour gérer les risques qu'on a mis en évidence et avant de conclure. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Léa nous présenter l'étude qu'on a réalisée sur la partie rétrospective. Merci Daniel. Alors, concernant le portefeuille de référence, concernant la méthodologie dans un premier temps, donc c'est un portefeuille d'épargne Euro-UC qui a été valorisé au 31/12/2023. On va vous expliciter les hypothèses juste après. On a fait des analyses de variation à différentes dates d'arrêté, Q4 2023, Q2 24, Q4 24 et Q1 2025, en prenant uniquement en compte l'impact obligataire. Donc, c'est-à-dire qu'on a actualisé du coup les courbes de taux, les VA associés et les spreads uniquement. Concernant les hypothèses relatives aux spreads, on a fait l'hypothèse que les spreads corporate ne variaient pas dans notre analyse puisqu'ils étaient relativement hétérogènes sur cette période. Et aussi, par simplification, on a supposé que l'ensemble de l'exposition souveraine était supposée française. On a réalisé ces travaux donc, avec notre outil ALM sans activation de management action spécifique et également du coup, le GSE Foresight. Alors, concernant le portefeuille, côté actif, l'information qui me paraît le plus important, c'est du coup la répartition de l'actif, qui est composée à 80% d'obligations. On a fait l'hypothèse qui est de 60% de corporate versus 40% de govies, et 12% d'actions, 5% de monétaire et 3% d'immobilier. Concernant le mix euro-UC, donc on est sur 30% d'UC environ sur la partie provision. Et c'est des hypothèses qui se veulent normalement un reflet en tout cas des portefeuilles d'assureurs, oui, épargne, tout à fait. On vous a remis également les courbes de taux sans risque EIOPA et différentes dates d'arrêté pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Le principal message, c'est surtout une déquantification de la courbe des taux, puisque du coup, la courbe en jaune correspondant à celle de Q4 23 et celle de Q1 25, du coup, la courbe bleue un petit peu plus foncée. Et on observe aussi une alternance du coup, entre les baisses et hausses de taux, ce qui montre notamment les effets qu'évoquait Daniel précédemment avec la volatilité des marchés et les incertitudes économiques. Alors, ce qu'on a essayé de quantifier, du coup, c'est l'impact de ces différents environnements de taux, spread et EVA sur les taux de couverture avec notre outil ALM. Alors là-dedans, juste pour quelques éléments de lecture, le petit tableau du haut, donc la première colonne, ce sont du coup l'environnement de taux spread EVA au Q4 23 et ensuite du coup les évolutions associées sur chacune des périodes et puis dans le graphique du coup les VM, BE et ainsi que les taux de couverture associés pour ces différentes dates d'arrêté.
Les principaux messages, donc au Q4 23, avec un environnement de taux à 3,36 sur le taux 1 an, 2,39 sur le taux 10 ans et un spread à 0,59, on était à un taux de couverture à 224. Alors pour la partie Q2 2024, on a un taux de couverture qui passe à 199 avec une baisse du coup de 25 points. Alors cet effet-là, c'est principalement l'augmentation des spreads. Comme on peut le voir, ils ont pris plus 0,15% sur la période et qui n'est pas partiellement compensée par l'effet VA, puisque l'effet, comme on le voit ici, le VA est en baisse. Ça, c'est lié au fait qu'on a pris, comme on vous l'a évoqué, une exposition principalement française dans nos spreads. Et donc, du coup, c'est le mix pays qui fait que le VA ne suit pas la même tendance. Sur la partie taux, du coup, une augmentation des taux 1 an et 10 ans. Et c'est surtout, du coup, l'effet de taux 10 ans qui joue, notamment lié à l'optionnalité. Puisque, alors, pour information, le taux cible et les taux utilisés pour les rachats, du coup, sont basés sur le taux 10 ans dans notre modèle. Sur la partie Q4 2024, du coup, on passe à un taux de couverture à 192. Là, on a une baisse du coup de 7 points. Celle-ci est un petit peu plus modérée que celle qu'on a vue sur Q2 2024. Les principaux effets, c'est qu'on a l'effet spread également dans une sensible mesure que le Q2 2024. Mais pour autant, du coup, l'effet compensatoire avec le VA sur le passif. Et par contre, on a un environnement de taux différent puisqu'on est sur une baisse des taux. Sur le Q1 2025, donc on passe à 180 avec du coup moins 12 points de taux de couverture. Et là-dessus, donc on a globalement un VA, un spread et un taux 1 an assez flat par rapport au Q4 24, mais du coup une forte hausse du taux 10 ans. Alors, faut quand même noter que voilà, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes dans le sens où c'est un taux de couverture qui a été calculé sur un portefeuille qui se veut de référence, mais chaque assureur a ses particularités et notamment, comme on l'a évoqué, il n'y a pas de management action dans ce qu'on vous montre ici. Oui, c'est ce que je... Et alors du coup, ce qu'on a tenté de faire par la suite, c'est finalement si ce qu'on a pu voir par le passé se reproduisait, qu'est-ce que cela donnerait ? Alors là-dessus, ce qu'on a observé notamment sur les taux 10 ans, c'est une variation plus ou moins d'1%. Donc on a appliqué une sensibilité à ce taux 10 ans de plus ou moins 1%. Sur les taux 1 an, 1,5%. Sur le spread 0,5 et sur le VA 0,2. Donc ces sensibilités-là, on les a fait de manière cumulative pour que vous puissiez voir chaque impact indépendamment. Et on est parti du coup du Q4 2024, donc, qui est le premier point avec un ratio de couverture à 192. La première partie, du coup, sur la partie de taux 10 ans, donc on voit que le taux de couverture fait plus 5 et moins 1 point. Ce qu'on voit, du coup, c'est qu'on est plus impacté par la hausse, par la baisse des taux que par la hausse. Et aussi que ce qu'on tenait à vous dire, c'est que la situation, finalement, alors dans le taux... moins 1%. Là-dessus, on est sur un taux 10 ans à 1,27, ce qui est finalement un petit peu une situation optimale pour un assureur, puisqu'on est d'un point de vue optionnalité en tout cas, puisque finalement, on est pile à la jonction entre une situation de taux bas avec une difficulté de prélèvement des chargements et puis une situation de taux haut ou avec des rachats conséquents. Sur le point juste après, du coup, c'est cette fois-ci, on va impacter les taux à 1 an. Donc là-dessus, on est plutôt symétrique puisqu'on a un impact sur le taux de couverture qui est de plus 9 et moins 8 points. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'impact est plus fort en termes de taux de couverture que la variation de taux 10 ans. Sur le quatrième point, du coup, ce coup-ci, c'est les spreads qu'on a augmentés, alors quatrième et cinquième. On l'a fait en 2 temps. D'abord la partie du coup Govies et puis ensuite la partie corporate.
Pardon. Là-dessus, du coup, les principaux messages, alors, on peut voir notamment sur la courbe du coup du taux de couverture max une légère cassure entre le passage Govies puis Corporate. Et du coup, ça s'explique principalement sur le fait que notre répart, pour rappel, on était sur du 60% versus 40% sur les corporates. Et du coup, on a un impact plus important aussi sur le ratio de couverture. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que finalement, l'impact spread, tel qu'on le présente là, c'est celui qui joue le plus sur les taux de couverture. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on a pu voir précédemment, puisqu'il y avait plusieurs effets qui se compensaient. Et enfin, le point aussi qu'on voulait noter sur le spread, c'est que le 151%, qui est un peu le scénario, le worst case dans notre simulation ici, finalement, pour nous, il n'est pas si extrême que ça, dans le sens où il pourrait s'avérer être bien plus bas, dans le sens où, là, pour le moment, c'est uniquement l'impact de la partie obligue, et on n'a pas impacté les actions. Et en plus de ça, il y a quelques buffers avec notamment un niveau de PPE suffisant. Et enfin, le dernier point, donc, c'est le VA qui a été impacté. Et là-dessus, donc, on voit qu'il joue son rôle de compensateur, en tout cas de l'effet spread sur l'actif, avec du coup des baisses des taux de couverture qui sont remontés ou inversement baissés. Et là-dedans, le point d'attention, c'est que du coup, cet élément-là, il est chiffré avant révision S2. Et du coup, la suite de notre atelier, ça va être justement de voir si ça avait été avec post-révision S2, qu'est-ce que cela donnerait. Merci Léa. Donc, effectivement, donc là, toute l'étude a été faite avec la VA dans la version actuelle. Et on s'est demandé qu'est-ce que ça donnerait avec la révision S2. Donc déjà, peut-être quelques petits rappels sur le VA. Donc, déjà, donc, le rôle du VA, c'est, comme on l'a dit, limiter l'impact des variations à court terme des spreads sur la solvabilité des assureurs. On a remis la formule telle qu'elle est actuellement. Je vais commenter un peu plus les paramètres par la suite. Là, on l'a mise pour l'avoir en tête, mais d'un point de vue plus qualitatif peut-être. Son fonctionnement, donc, cette correction, elle est basée sur un portefeuille d'obligations européennes de référence qui est fourni par l'EIOPA. Le but, donc on l'a dit, c'est réduire la volatilité des provisions techniques en ajustant la courbe des taux d'actualisation avec ce paramètre qui vise à compenser finalement la baisse de valeur des actifs obligataires lorsque les spreads augmentent. L'idée étant que pour des assureurs qui sont des investisseurs à long terme, les variations vraiment en court terme des spreads ne sont pas censées, sont censées avoir moins d'impact. Actuellement, il n'y a pas d'autorisation préalable qui est nécessaire, ce qui ne sera pas forcément le cas ensuite. Et du coup, le VA est fourni par les IOPA. Il est commun à tous les assureurs. Il s'applique de la même façon chez tout le monde, ce qui, pareil, va potentiellement changer avec la révision solvabilité 2. Donc, le nouveau VA, donc pareil, on a remis la formule et on la commentera un peu plus après. Peut-être quelques éléments sur les nouveautés. Donc, l'objectif de la révision S2 sur le VA, c'était notamment donc, de limiter les effets contracycliques excessifs, c'est-à-dire le fait que la VA est censée atténuer les variations de spread. Par contre, c'est pas censé être tellement atténuateur au point que, en fait, comme ça a pu être observé à certains moments, les variations de spread sont presque bénéfiques sur la solvabilité des assureurs parce que le VA réagit trop entre guillemets et augmente trop, de sorte que finalement l'effet global est positif, ce qui a pu s'observer. Et donc ça, l'EIOPA l'a noté, et dans le recalibrage du calcul, c'était l'un des effets escomptés. Et donc pour ça, notamment, l'une des mesures, c'est d'adjoindre dans la formule
un ratio de sensibilité au spread, le CSSR, qui a vocation à prendre en compte la sensibilité relative des actifs et des passifs de l'assureur. Donc, ça va s'adapter à chaque assureur et l'idée étant que selon son adossement actif-passif, l'objectif en tout cas, c'était d'atténuer l'effet contracyclique excessif. Donc ça, c'est pour le CSSR, donc qui sera spécifique à chaque entreprise et qui forcément implique que le VA sera à calculer par chaque entreprise. Deuxième modification, il y a un macro VA par pays qui va être modifié, qui va être intégré. L'idée, c'est de tenir davantage compte des écarts de spread spécifiques d'un pays par rapport au reste de la moyenne européenne que ce n'est actuellement. Donc ça, c'est pareil, on détaillera un petit peu le calcul du paramètre par la suite. Et troisième point qu'on voulait porter à votre connaissance, le ratio d'application, le GAR, le facteur qui est en tout premier là, dans le VA, le 85%, il était initialement à 65%, il passera à 85%. Donc ça, l'idée, c'est que l'EIOPA, avec les précédentes mesures qu'on vient d'évoquer, a visé à ce que le VA n'ait pas un effet contracyclique trop important. Elle a estimé qu'on est allé trop dans le sens de l'atténuation de la VA et que pour rééquilibrer, il fallait rehausser quand même le ratio d'application de 65 à 85, ce qui va renforcer l'effet de ce changement-là va avoir pour effet de renforcer l'effet du VA pour le coup. Donc ça joue dans l'autre sens que les précédents. Pareil, on a essayé de chiffrer l'impact de chacun aussi, donc ça on va le voir juste après. Peut-être d'abord revenir un petit peu sur la différence entre les formules de calcul. Donc je vais attirer votre attention sur certains changements. Donc déjà dans la partie VA permanente qui est le premier facteur en bleu, donc la formule de calcul a changé. Donc on l'a déjà vu avec les slides précédents. Ce facteur-là, il fait intervenir le SRC, donc le spread corrigé du risque. Donc le spread, en l'occurrence, il correspond à l'écart entre les taux de marché du portefeuille de référence qu'a défini l'EIOPA et les taux sans risque. Ce spread moyen du portefeuille, ce spread moyen du portefeuille de référence, il est dépendant du poids des obligations souveraines qu'il y a dans ce portefeuille de référence et du poids des corporates, du spread corporate qu'il y a dans ce portefeuille de référence. Et, point important sur lequel on reviendra ensuite, ces poids sont rapportés à l'ensemble du portefeuille d'actifs de référence, donc pas seulement les instruments de dette, en tout cas dans la formule actuelle. Ce point-là, on en reparle après parce qu'il n'est pas encore complètement défini dans la révision. Donc ça, c'était actuellement. Dans la version après révision S2, on a toujours la notion de spread corrigé du risque. Par contre, son mode de calcul va un petit peu changer, notamment les paliers. Donc à gauche, vous avez en bas à gauche le calcul en fait, les paliers, les 30% et les 35% qui sont appliqués au spread long terme. Ces paliers-là, ils vont bouger. La directive ne l'a pas encore défini, mais ce le sera certainement dans les textes de niveau 2, dans le règlement délégué. Donc ça, ce sera revu. Là, pour l'instant, on a utilisé les propositions qu'a fait l'EIOPA sur ces paramètres-là, dans les calculs qu'on va montrer. Le CSSR, là, on a montré la formule telle que l'EIOPA le préconisait, donc ce ratio de sensibilité dont je vous parlais dans le slide précédent. Pareil, il est défini dans la directive, mais la formule n'est pas explicitée encore. Ce sera plutôt dans les textes de niveau 2 qui doivent paraître normalement cette année. Donc le principe, en tout cas, c'est de calculer une sensibilité de l'actif
à une variation de spread, enfin, de l'ampleur de presque la VA. Et pareil, calculer au dénominateur la sensibilité du passif, du best estimate life, suite à une augmentation des taux d'actualisation de ce même écart de spread. Donc ça, c'est pour la nouvelle formule. Il y a aussi d'autres paramètres qui changent, le 1,3 par rapport au 2. Voilà pour ce qu'on peut déjà dire en voyant ça. Du coup, ce qu'on a essayé de faire partant de ça, c'était de se dire, on va essayer de décomposer les principaux impacts de ces changements-là sur base de la VA du Q4 2024. Donc au Q4 2024, avant révision, elle était à 23 BP. L'effet du changement des paramètres de correction du risque tels qu'ils sont actuellement dans le proposé dans l'avis de l'EIOPA, mais donc pas encore adopté. Hein. Donc ça ferait baisser le VA. L'augmentation, par contre, du facteur d'application, le GAR, lui, aurait vocation à faire augmenter, donc ça joue dans l'autre sens, comme on l'a dit, à faire augmenter le VA. Et le SSR, donc il n'a pas d'impact dans notre calcul avec notre portefeuille de référence. Pourquoi? Si on donne peut-être quelques petits éléments d'analyse, la variation de la valeur de marché suite à l'augmentation de la courbe des taux du facteur GR fois le spread corrigé du risque, qui est presque la VA, cette sensibilité-là de l'actif, donc ça va jouer directement sur l'actualisation des flux attendus. Sur le BE, il y a deux effets qui vont dans le sens contraire et qui font que la sensibilité est moindre. C'est donc effectivement l'augmentation des taux d'actualisation va faire augmenter le BE, va faire baisser le BE, pardon. Donc ça va jouer à la baisse. Par contre, dans l'autre sens, il y a qui va atténuer cette baisse du BE. Il y a le fait que les actifs vont avoir un rendement supérieur et donc la PB qui va être la participation au bénéfice qui va être distribuée et va se refléter dans les flux de passifs va, elle, par contre, augmenter. Ce qui fait que nous, on aurait un CSSR donc, qui est à 1, la sensibilité de l'actif étant supérieure. Comme le CSSR ne peut pas être plus grand que 1, chez nous, il vaut 1. D'où l'impact de 0 sur la VA. Hop. Donc, on a fait un petit focus sur le CSSR. Si jamais, donc, selon les portefeuilles, il devait varier. Donc, comment se lisent ces graphiques? Donc, on a fait varier les spreads, donc en abscisse et en abscisse. Pardon, dans le premier à spread corporate constant, et on fait varier le spread souverain. Dans l'autre, c'est le contraire. Et à chaque fois, on a les courbes de VA avec différents niveaux de CSSR. Donc, ce qu'on peut notamment noter, c'est qu'avec les spreads de fin 2024, un CSSR qui passerait de 1 à 0,6 ferait passer la VA de 25 à 17. Donc, plus le CSSR baisse, plus le VA baisse. Autre paramètre dont j'aimerais parler avec vous, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, le scale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce scale? J'ai parlé tout à l'heure des poids des spreads souverains et des corporates dans le portefeuille de référence. Ces poids, comme on l'a dit, actuellement, ils sont rapportés donc, à l'ensemble du portefeuille, pas seulement les instruments de dette. Dans l'avis de l'EIOPA proposait l'introduction d'un scale visant à se ramener à un poids total de 1, où en fait, ce qui reviendrait à dire qu'on ne regarde que le poids des souverains et des corporates dans les instruments de dette qui sont dans le portefeuille de référence. L'application de ce scale-là aurait des impacts, on va le chiffrer juste après. Par contre, dans la directive S2, la formulation qui a été retenue, il est bien dit que les formules de calcul ne sont pas encore explicitées. Par contre, le terme qui est employé, c'est au sujet des poids qui sont utilisés dans le calcul du spread corrigé du risque. Pour les souverains comme pour les corporates, ce sont des poids rapportés à la valeur de tous les actifs inclus dans le portefeuille de référence et non pas, comme proposé l'EIOPA,
aux actifs de dette. Ce qui tendrait à dire que ça n'a pas été retenu. Pour autant, on en aura entre guillemets le cœur net dans le règlement délégué sur l'introduction de ce scale ou pas. Sachant qu'on va le voir, le fait de l'inclure ou pas changerait assez fortement le calcul du VA. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, on est parti de l'hypothèse centrale que le scale était à 1, mais on a fait une petite sensibilité à ce paramètre-là. Donc, un peu dans le même esprit que les autres graphiques, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait bouger pareil les spreads souverains à spread corporate constant, et inversement, et ce pour 2 niveaux de scale, donc 1, ou si on devait l'appliquer tel que c'était proposé par les IOPA sur la base du Q4-24, il serait plutôt autour de 1,6. Et donc ça ferait passer le VA 2024, Q4 2024, de 25 à 41. Donc c'est un impact assez significatif, et ce le serait d'autant plus que les spreads augmentent. Ce qui du coup ne va pas vraiment dans le sens de ce qui était voulu initialement, de limiter l'effet contracyclique du VA. Donc, en synthèse, par rapport à la question qu'on s'est posée initialement, finalement, qui était de dire, est-ce qu'avec la révision S2, les variations de VA seraient fondamentalement différentes avec le paramétrage tel qu'on l'a expliqué, enfin paramétrage de la formule du VA, la réponse est plutôt non, dans le sens où la VA avant révision passe de 20 à 23, donc une augmentation de 3 BP. Par contre, après révision, elle passerait de 23 à 25, donc une évolution de 2 BP. Donc certes, ça, on a un peu limité la volatilité, l'effet contracyclique. Par contre, on part d'un point plus haut. Et globalement, les impacts à attendre sont pas énormes. On parle de 2 ou 3 BP. Pour faire peut-être une petite synthèse sur cette partie, où en est-on? Donc, comme je l'ai un peu dit, la directive, elle a été publiée. Par contre, on attend encore les textes de niveau 2, les règlements délégués. Et certains points vont être clarifiés, donc notamment la formule de calcul du CSSR. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débat dessus, mais en tout cas, on aura la formule, en tout cas dans les règlements délégués. Pareil pour les niveaux de palier de la correction du risque et pour ce fameux scale dont on a parlé. Donc ce qu'on retient, nous, en tout cas dans cette étude-là, avec notre lecture des textes notamment, c'est que l'impact serait a priori limité de la révision S2 sur l'évolution du VA. Bien sûr, comme on l'a dit, à condition d'avoir un CSSR égal à 1, ce qui, a priori, semble être le paramétrage le plus plausible pour les produits d'assurance vie français, en tout cas. L'absence de scale et à condition aussi de l'absence de scale qui serait à confirmer dans les textes de niveau 2. Ces 2 paramètres-là que je viens d'évoquer ont potentiellement un peu d'impact, notamment le scale sur le calcul du VA. Donc, si il devait être dans les textes de niveau 2, là, par contre, on aura un impact sur le VA qui pourrait être plus significatif. Donc là, on était très calculatoire. On va peut-être, avec les impacts qu'a montré les A, essayer de réfléchir aussi sur les différents leviers de pilotage qu'on pourrait aussi avoir d'un point de vue plus qualitatif pour essayer de gérer le risque qu'on a mis en évidence, notamment au vu des évolutions récentes des spreads. Merci Daniel. Dans un premier temps, je vais reparler un petit peu de la problématique d'élargissement des spreads de façon plus générale. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cet élargissement des spreads. Il y a tout d'abord l'action des banques centrales qui, face à une inflation persistante, ont engagé des cycles de resserrement monétaire qui ont augmenté le coût du capital, réduit la liquidité et donc contribué mécaniquement à l'élargissement des spreads.
Les tensions internationales également, le conflit en Ukraine, le Moyen-Orient, les tensions sino-américaines alimentent l'aversion au risque, fragilisent les chaînes d'approvisionnement et déstabilisent les marchés, ce qui augmente les primes de risque. Enfin, les révisions à la baisse des prévisions de croissance mondiale pèsent sur la soutenabilité des dettes publiques et privées et augmentent les risques de défaut. Et le niveau record de la dette mondiale rend les économies plus vulnérables aux hausses des taux et intensifie les risques de refinancement qui se traduisent par un élargissement des spreads. Quand on regarde les conséquences au niveau économique, la hausse des spreads sur le souverain accroît le coût d'emprunts publics qui limite les marges de manœuvre budgétaires et qui peut imposer des ajustements fiscaux contraints. Le coût de financement des PME augmente, en particulier pour les structures spéculatives, les émetteurs spéculatifs, ce qui freine les investissements, l'innovation et la croissance. Donc, une des tentations des acteurs du marché consiste à aller chercher du rendement à travers une certaine prise de risque. Mais cette prise de risque va se traduire en fait par une volatilité des marchés accrue. Pour faire face à cette situation, au niveau macroéconomique, on dispose d'un certain nombre de leviers. Les leviers se situent au niveau des banques centrales qui doivent communiquer clairement sur la trajectoire des taux en restant flexibles pour limiter la volatilité des marchés. Les outils européens type mécanisme européen de stabilité et le cadre budgétaire crédible va être essentiel pour réduire les spreads souverains et stabiliser les dettes publiques. Les États peuvent aussi soutenir le crédit via des garanties publiques. Et une autre option consiste à encourager les entreprises à recourir au marché de capitaux, surtout les PME, pour réduire la dépendance au crédit bancaire. Et enfin, un des points essentiels, qui se retraduit actuellement de façon plus générale sur les marchés, c'est que la confiance dans les institutions, la stabilité politique et la clarté des politiques économiques sont fondamentales pour éviter des emballements excessifs des spreads. Si on regarde de façon un peu plus détaillée les impacts de l'élargissement des spreads, excusez-moi. L'élargissement des spreads entraîne une baisse de la valeur des actifs. Et derrière cette baisse, cette dépréciation affecte la solvabilité comptable et économique des assureurs et dégrade les ratios prudentiels. L'élargissement des spreads, notamment s'il est associé à une dégradation des notations de crédit, entraîne une hausse des exigences en capital et donc réduit les capacités d'investissement des compagnies d'assurance et leur marge de manœuvre financière. Pour les contrats d'assurance vie à capital garanti, une détérioration des marchés peut provoquer des rachats anticipés ou un changement de comportement des assurés qui vont accentuer les problèmes de trésorerie des assureurs. Et la détérioration de la qualité des émetteurs oblige souvent à revoir les allocations, les valorisations des actifs et parfois enregistrer des pertes comptables. En ce qui concerne la contraction des spreads, alors ça a plutôt un effet positif sur la valorisation des portefeuilles obligataires et ça améliore donc la solvabilité des compagnies d'assurance. Toutefois, cette amélioration, elle peut être compensée par une hausse
parallèle des taux sans risque. C'est ce qu'on a pu constater courant 2025. Et ça réduit l'effet positif sur la valeur des portefeuilles. La contraction des spreads peut inciter les assureurs ou les investisseurs à allonger la duration de leur portefeuille ou à prendre plus de risques. Et si ce risque n'est pas maîtrisé, ça peut exposer à des retournements brusques, des retournements fâcheux pour la solvabilité des compagnies. En termes de levier d'action, on a identifié 4 thématiques. Une thématique autour de une gestion active et une diversification des investissements. Une action plus proactive de couverture et de gestion des risques. L'optimisation du capital et le dialogue réglementaire. Et enfin, on peut aussi penser à intégrer les critères ESG et durabilité dans les stratégies d'investissement. Sur le premier point, la première idée qui peut venir, consiste à réduire la concentration sur certains pays au secteur économique pour limiter l'impact des crises souveraines ou des crises corporate localisées sur les spreads. On peut intégrer des obligations de pays émergents solides ou faire un mix obligataire pays européens, américains pour équilibrer les risques. Ensuite, on peut aussi envisager de renforcer les investissements dans les actifs qui sont non corrélés ou moins corrélés avec les spreads souverains et corporate, les actifs immobiliers, la dette privée, les produits infrastructures, ce qui permet en fait de stabiliser le rendement global du portefeuille. Et enfin, le dernier élément qu'on peut envisager, c'est de favoriser tout ce qui est investisseur investment grade, solide, mais on peut aussi quand même mettre une petite dose de high yield en s'assurant qu'on a des analyses de crédit solides derrière pour limiter les risques. Pour les couvertures, la première couverture qui vient à l'idée pour le risque de spread, c'est les CDS, qui permettent de couvrir l'exposition au risque de défaut des portefeuilles. Mais on peut aussi envisager les swaps de taux, qui permettent de limiter la sensibilité au taux d'intérêt souverain. Ne pas oublier que pour la gestion des risques, il est important de faire des études de sensibilité et des stress tests qui permettent de simuler l'impact de variations de spread sur les portefeuilles de nos compagnies et ainsi ajuster en amont en anticipant les risques. En ce qui concerne la partie d'optimisation du capital, la première idée consiste en fait à chercher à ajuster les portefeuilles pour optimiser les exigences de solvabilité d'eux, par exemple en privilégiant les obligations souveraines des pays stables ou en réduisant les expositions aux actifs qui sont très volatiles. Ne pas oublier d'échanger avec le régulateur et on peut envisager de lui proposer des méthodologies adaptées pour mieux refléter le risque réel de notre portefeuille. C'est un peu la démarche qui a été initiée avec la révision de solvabilité 2. Et on voit que l'impact n'est pas exceptionnel. Et le dernier axe concerne l'intégration de critères ESG et durabilité. Là, on peut envisager de favoriser des investissements dans des obligations qui sont émises par des émetteurs avec des bonnes pratiques environnementales, sociétales et de gouvernance. Ça permettrait de réduire les risques à moyen long terme et ça répond en plus aux attentes des clients et des régulateurs. Donc c'est tout bénéfice. Et l'incorporation de green bond ou d'obligations durables peut présenter un véritable intérêt actuellement pour bénéficier de rendements actifs et répondre en fait aux impératifs de transition énergétique.
Concernant les exemples de stratégies d'investissement, on a mis 3 types de stratégies. Enfin, on a regardé des stratégies en fonction de l'élargissement des spreads, de contraction des spreads dans un environnement bas, ou de contexte volatile important des marchés. Alors, dans le contexte d'élargissement des spreads, on peut envisager de réduire la duration, sa première solution. Alléger les expositions aux actifs high yield, qui sont les plus sensibles. Renforcer dans les investissements dans des actifs liquides et des obligations souveraines. Ou mettre en place des couvertures via les CDS sur les secteurs qui sont les plus exposés au risque de spread. Tous ces ajustements permettent de limiter les pertes latentes tout en préservant la solvabilité de la compagnie. Dans le scénario de contraction des spreads, on peut envisager la stratégie inverse qui consiste à rallonger la duration. Il vaut mieux la rallonger de façon prudente, surtout quand il y a un peu de volatilité. On peut aussi envisager une stratégie qui consiste à investir dans des obligations plus longues à rendement attractif ou se positionner sur des titres corporate de qualité. Après, la notion de qualité est relative. Et le dernier point, c'est une prise de risque un peu plus importante, c'est l'augmentation progressive des actifs alternatifs, qu'on a vu comme étant moins corrélés avec les spreads. L'objectif de ces différentes stratégies, c'est de capter un rendement plus élevé dans une configuration de marché qui est favorable, tout en maintenant une gestion rigoureuse face au risque. Dans le troisième environnement d'un marché plus volatile ou incertain, on peut mettre en place une gestion plus dynamique avec une allocation tactique très flexible. On peut renforcer les liquidités. Ça, c'est un élément clé. Utiliser les produits dérivés pour couvrir le risque de taux, donc c'est les IRS. Et diversifier de façon accrue les actifs non corrélés pour réagir avec agilité aux évolutions de marché et protéger le capital investi. Donc là, c'est une liste non exhaustive de stratégies qu'on vous propose. Alors, en termes de conclusion, ce que nous avons vu, c'est que l'élargissement de spread dans le contexte politique français a ajouté de la tension à la valeur des marchés obligataires. Le risque de spread a un impact non négligeable sur la solvabilité et la révision S2 ne devrait pas significativement atténuer ce constat, sous réserve du paramétrage qui se dessine à la lecture de la directive, mais qui est confirmé par les textes S2, de niveau 2. Pour les assureurs, 3 types de leviers. La protection du passif, l'optimisation de l'actif et l'adaptation réglementaire. Et la résilience, la durabilité et l'innovation sont les 3 piliers de l'investissement dans ce contexte incertain. La résilience, d'abord, ça implique une capacité à absorber les chocs et à préserver la continuité opérationnelle pour l'assureur. La durabilité, ensuite, oriente les investissements vers des actifs responsables alignés avec les objectifs ESG. Et enfin, l'innovation est essentielle pour explorer de nouveaux leviers de performance et intégrer les technologies émergentes et répondre aux mutations du marché. Merci.